Mesdames et messieurs, merci d'avoir bravé la canicule pour nous rejoindre. Il s'agit donc de la dernière séance du séminaire de la chaire Migration et Société. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux chercheurs de grand talent qui étaient présents ici même d'ailleurs ces 2 derniers jours, puisque nous avons eu ensemble un colloque préparant la 4e édition d'un ouvrage important, Controlling Immigration, le contrôle de l'immigration, qui compare la façon dont s'organisent les politiques migratoires finalement dans toute une série de pays occidentaux, y compris l'Union européenne aussi prise comme ensemble. Et donc, au cours de ces 2 dernières journées, vraiment les meilleurs spécialistes du sujet venant du Japon, du Mexique, des États-Unis, du Pays-Bas, d'Allemagne, d'Espagne, que sais-je encore, et même de France, sont venus discuter. Alors, ils l'ont fait en anglais, parce que c'est la langue de travail des spécialistes de sciences politiques, de démographie, qui étaient réunis. Mais aujourd'hui, profitant donc de la présence de mon collègue Jim Holyfield à ce colloque d'hier, eh bien, nous avons décidé de lui donner la parole aujourd'hui. Alors, je vais présenter très rapidement les 2 intervenants. James Holyfield, pour être un peu plus solennel, est professeur de sciences politiques à la SMU, la South Methodist University, qui n'a pas grand-chose de méthodiste, mais qui est une des grandes universités américaines, où il dirige un centre sur le Tower Center, sur la question des migrations, entouré d'une équipe de très haut niveau. Mais Jim, je l'ai connu en 81 ou 82, quand il fréquentait l'INED, l'Institut national d'études démographiques, où nous étions tous les deux de jeunes chercheurs. Et nos routes se sont séparées, croisées, séparées à nouveau, recroisées. Et il est considéré actuellement comme un des principaux, je dirais, théoriciens des politiques migratoires. Il a notamment insisté sur, on lui doit cette expression, sur le policy gap, c'est-à-dire le fait qu'il existe un peu systématiquement dans tous les pays libéraux un écart entre finalement les politiques migratoires affichées et les résultats. On dirait qu'il y a toujours un écart entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on réussit à faire en politique. Mais enfin, dans le cas des migrations, c'est très particulier et il en a formulé une théorie, la théorie consistant à dire que dans les États libéraux, au sens américain du terme, il y a un paradoxe libéral très particulier, mais je ne vais pas effleurer son sujet et il va l'exposer. Virginie Guiraudon nous rejoindra dans quelques instants. Elle est, directrice de recherche au CNRS, logée dans un laboratoire qui est situé à Sciences Po. Et de longue date, en fait, elle était tout à fait pionnière là-dedans. Elle a étudié cette question très complexe des politiques migratoires de l'Union européenne. Parce que le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cet acteur. En principe, les politiques européennes relèvent de chaque État. Et l'Union européenne essaie quand même d'harmoniser un certain nombre de choses. Lesquelles ? Alors je vais, pour ma part, profitant un peu de l'absence de Virginie, faire une introduction qui sera plus longue que d'habitude. D'habitude, je me contente de faire quelques mots de bienvenue. Là, comme c'est mon dernier séminaire, ça va être un peu une dernière prise de parole avant l'année prochaine. L'année prochaine, le cours sera consacré à l'intégration et à tous les débats, à la fois théoriques, pratiques, les données, etc., concernant l'intégration. Et ce sera le vendredi à 9h30. Je vais changer un peu la formule. Les cours ne dureront plus 2 heures, c'est un peu long, 2 heures. Et ils dureront 1h30. Et donc, il y aura plus de cours, mais qui ne dureront qu'1h30. Voilà. Donc, réservez vos agendas. Alors, le titre, c'est l'Europe forteresse. Et c'est une image qui était extrêmement répandue. Que ce soit par exemple chez les juristes. Alors là, c'est assez frappant. Vous avez un juriste qui a écrit un article au moment de 2015, la forteresse Europe opte pour l'option sécuritaire. Alors, la forteresse Europe est le sujet d'une phrase. C'est donc un acteur qui semblerait agir en tant que tel. Eh bien, ça, c'est quand même très problématique. Est-ce que l'Europe est vraiment
le sujet d'une action. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit l'article, l'expression forteresse n'apparaît jamais, et c'est une initiative de l'éditeur qui a voulu accrocher le lecteur en utilisant cette expression. C'est un peu ce que j'ai fait moi-même en intitulant le séminaire de cette façon. Donc, évidemment, c'est forcément accrocheur. Voilà, je salue l'entrée de Virginie Guiraudon. Et qui va, voilà. Ensuite, bien entendu, toutes ces métaphores sont extrêmement éloquentes. Là, par exemple, continent verrouillé, migrants sous les verrous, ben, voilà encore un titre qui a été donné. Il y a des cartes qui ont été faites déjà depuis un certain temps. Alors, par exemple, un article de l'Humanité reprend une carte du collectif Migre Europe, qui fait des cartes tout à fait saisissantes, décrivant l'ensemble des camps de rétention, des lieux d'enfermement, parfois très provisoires, parfois plus durables, hein, tout ça est extrêmement variable. Et donc les géographes en particulier, qui évidemment s'intéressent à l'aspect spatial des choses, ont cartographié tout ça dans le groupe Migre Europe. Et vous voyez l'intitulé d'article de l'Europe forteresse à l'Europe carcérale, car on peut encore aller plus loin dans la métaphore. Bien sûr, les dessinateurs, ils sont allés à cœur joie. Hein. Voilà par exemple un dessin de Plantu où chacune des étoiles, cet idéal évidemment d'harmonie européenne, eh bien, finalement ne sert qu'à chapeauter la fameuse métaphore de la forteresse. Et on en a toutes sortes de variantes. Alors une des plus terribles que j'ai trouvées, c'est le Standard, qui est un quotidien de Vienne. On dit voilà, l'Europe avec ses châteaux, ses explorateurs, ses invasions, c'est manifestement le jour le plus long. Et puis vous voyez que là, il n'est pas allé de main morte, puisque les migrants qui s'entassent sur les embarcations en demandant l'asile forment de véritables pyramides humaines. Bon, c'est à la fois une dénonciation et en même temps, c'est assez ambivalent ce genre d'image, hein, parce que ça contribue aussi à renforcer l'idée que nous sommes envahis. Voilà par exemple encore une illustration de Claire Rodier, Logistique, et donc une des principales associations de soutien juridique aux immigrés, évidemment, développe ça. Je citerai encore Am Fuß der Festung, au pied de la forteresse, qui est un témoignage d'une quinzaine de migrants bloqués au Maroc dans l'attente du départ. Et ça a été traduit en français chez un éditeur suisse il y a 2 ans. Voilà, bien sûr, l'image opposée à celle de l'Europe forteresse, c'est l'Europe passoire. Et on a des dénonciations constantes de l'Europe passoire. Donc c'est très étrange, on a un discours complètement contradictoire. Les uns dénoncent l'Europe forteresse, les autres dénoncent l'Europe passoire. Et la vérité doit être quelque part entre les deux, mais en fait, il y a évidemment plusieurs formes de migration, il y a plusieurs époques, tout ça change au cours du temps. Il va falloir un peu diversifier et pluraliser tout ça. Et puis, quand vous allez sur le site de l'Union européenne, il y a un site de l'Union européenne assez intéressant qui est en fait un site de décodage, les décodeurs de l'Europe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, et qui essaie de tranquilliser les populations en disant non, l'Europe n'est pas une passoire. Nous avons toute une série de contrôles qui ont été organisés par l'Europe, et Virginie nous parlera un peu de ça. Alors là, en quoi ça consiste? Je ne vais pas vous lire tout ça, mais voici les têtes de chapitre. Je n'ai fait que des petits extraits. L'Europe soutient les États membres, même si chaque État membre, même si le contrôle relève de la responsabilité de chaque État. Il y a des gardes-frontières européens, donc on nous parle de Frontex. Il y a des hotspots, c'est-à-dire des lieux de tri à chaud, si j'ose dire. C'est un peu comme ça qu'on pourrait les sélectionner, et qui sont situés en amont, dans les pays de départ. Il y a la politique de retour qui n'a cessé de se renforcer. 11 700 retours en 2017, c'est en fait très très peu par rapport évidemment aux effectifs d'arrivée. C'est même franchement dérisoire, mais bon, je glisse là-dessus. Il y a des contrôles systématiques aux frontières extérieures qui sont maintenant imposés aux citoyens de l'Union et pas seulement aux citoyens des pays tiers. C'est une innovation qui a été décidée en avril 2017 et que l'on peut expérimenter parfois quand on est soi-même citoyen de l'Union. Les entrées et sorties seraient mieux surveillées. Il va y avoir désormais un système entrée-sortie qui permettra de repérer automatiquement, avec empreinte digitale, identification, les gens qui vont outrepasser les 3 mois du visa de touriste. Et puis, des autorisations préalables, eh bien, on a décidé que le modèle ESTA américain serait imité et introduit en Europe. Voilà le genre de décisions qui sont proclamées dans ce site
pour rassurer la population européenne qui craindrait que l'Europe ne soit une passoire. Voilà par exemple une partie de toujours de ce même document. À droite, j'ai représenté quelques-uns des logos qui agrémentent le texte et qui évidemment sont propres à vous rassurer. Je vais terminer sur un élément factuel qui est important et qui en même temps est en plein dans le sujet. Quand on regarde trimestre par trimestre, depuis 2014 jusqu'au premier trimestre 2019, sur lequel on a déjà des données, que s'est-il passé? Eh bien là, j'ai représenté le nombre de demandeurs d'asile. Il ne s'agit pas des protections accordées, c'est simplement les demandeurs qui sont parvenus à présenter leur demande sur le territoire d'un pays de l'Union européenne, mais j'ai rapporté ça à la population. C'est pour 1 million d'habitants. Vous savez à quel point j'insiste sur ce traitement. Et là, vous voyez qu'il y a eu, alors je prends d'abord un petit nombre de pays, vous voyez que l'Allemagne avait déjà commencé début 2015, avant même la déclaration d'Angela Merkel. Au fond, l'Allemagne commence à recevoir des demandeurs avant qu'Angela Merkel ne fasse sa fameuse déclaration. La déclaration, en fait, n'a fait qu'accompagner un mouvement et ne l'a pas vraiment déclenché, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est assez frappant. Et puis, l'Allemagne prend beaucoup plus que sa part par rapport aux autres pays. Et ensuite, vous avez en mars 2016 le fameux deal ou treatment, comme dit l'Union européenne de façon officielle, entre d'abord l'Allemagne et la Turquie, avalisé par les pays européens, mais Virginie nous parlera sans doute de ça pour savoir, mais est-ce que c'est l'Europe qui a ainsi agi, ou à quel niveau se situe vraiment la prise de décision? Et ça, c'est un point vraiment très important. Et vous voyez que la France et le Royaume-Uni, pendant tout ce temps-là, bon, il y a une petite bosse en 2015, mais enfin, rapporter la population du pays, nous sommes au plancher. Et ça, c'est complètement contraire à toute la vision que nous avons d'une submersion par la demande d'asile. Je ne parle pas des protections accordées. On a accordé en gros un quart des demandeurs la protection. C'est simplement vraiment les demandeurs. Nous sommes quand même très très en dessous, évidemment, de l'Allemagne. Le Royaume-Uni est encore... L'Italie, qui a été très exposée, finalement a adopté une politique de fermeture très forte. Et au fond, sur qui retombe maintenant l'accueil des demandeurs? Sur un pays comme la Grèce. Et si on regarde, si on ajoute quelques autres pays pour voir un peu comment ça s'est passé, vous voyez qu'avant même août 2015, avant l'éclatement visible de la crise, eh bien, des pays comme la Suède, un pays comme la Suède, qui est à part, qui a une longue tradition d'accueil des réfugiés, notamment des réfugiés de la Corne de l'Afrique, des réfugiés du Proche-Orient, du Moyen-Orient, eh bien, la Suède, avant même 2015, très sensible aux signes avant-coureurs qui étaient lancés par le HCR, le commissariat réfugiés, qui avait cessé de multiplier les alertes dès 2014. La Suède avait répondu, alors que ce n'était pas encore une affaire médiatique. Et puis pendant la crise, elle est montée très très haut. Je n'ai même pas pu représenter le sommet de la pointe suédoise qui est très élevée, mais l'Autriche aussi a été extrêmement active, et puis les Pays-Bas également. Mais enfin, le poids essentiel est tombé sur l'Allemagne. Ensuite, après le changement de politique qui a fait suite donc à l'année 2015-2016, eh bien, sur qui retombe proportionnellement toujours la charge de l'accueil des demandeurs d'asile, eh bien, sur ces pauvres pays, Chypre, Malte, la Grèce, qui sont situés dans la partie orientale de la Méditerranée et qui sont aux avant-postes, et sur qui, notamment, le règlement de Dublin impose une dure contrainte exercée, me semble-t-il, mais vous me démentirez si... par les grands pays européens. Voilà, je rappelle quelques données vraiment élémentaires. Quand on prend donc toujours la même durée, c'est les mêmes données, la même source, l'Union européenne, depuis janvier 2014, a accueilli 4 740 000 demandeurs. Eh bien, la France en a pris exactement 10%. C'est assez facile à retenir, alors que nous sommes 13% de la population de l'Union, donc on est quand même en dessous de la charge moyenne. L'Allemagne, elle, en a accueilli 1 900 000, quasiment 40%, alors qu'elle ne représente que 16% de la population européenne. Donc voilà un peu les ordres de grandeur qui sont... Mais il ne faut pas oublier que... Oui, alors, la comparaison avec les États-Unis, eh bien, Jim nous en parlera.
On peut prendre l'année 2017 et voir qu'en 2017, les États-Unis ont accordé des protections. Alors là, il ne s'agit plus de la simple demande, il s'agit des protections accordées à 146 000 personnes. L'Union européenne, 538 000. Donc vous voyez que nous avons accueilli beaucoup plus de demandeurs d'asile que les États-Unis. Et quand on regarde le détail des nationalités, Cuba occupe encore 38% de la demande d'asile américaine. C'est-à-dire qu'un Cubain qui migre aux États-Unis, automatiquement est traité en... Il y a une loi des années 60 qui fait ça, est automatiquement traité en réfugié, obtient un statut de réfugié. Et vous voyez que la Syrie, par exemple, ça n'a représenté que 2390 personnes, 2% seulement de l'ensemble des demandeurs, alors qu'en Europe, c'était 33%. Alors, 33%, c'est l'Allemagne aussi. En France, les Syriens, ça n'a jamais été que 3% de la demande d'asile. Et puis, je termine là-dessus. Je rappelle aussi qu'évidemment, si on prend la migration, je dirais, ordinaire, et pas simplement, et pas celle de l'asile, l'Europe, avec ses 515 millions d'habitants, quelque chose comme ça, reçoit chaque année plus de nouveaux résidents que les États-Unis. Les États-Unis, c'est en gros 1 million et quelques, c'est à peu près l'ordre de grandeur, et l'Europe, c'est aux alentours maintenant de 1,5 million, quelque chose comme ça. Ça se rapproche de 2 millions, mais par rapport à notre population, nous recevons plus de migrants. L'Europe est un continent d'immigration, davantage que les États-Unis, et ceci déjà depuis une dizaine d'années à peu près. Voilà, j'ai simplement planté le décor, et donc je vais... Alors Virginie, tu as un PowerPoint ou tu en as... Oui, tu en as un? Alors on va l'installer sans tarder.